Bonjour à tous et bienvenue dans ma première vraie vidéo de 2021. Quoi de mieux que de commencer cette nouvelle année par une vidéo super sérieuse comme on les aime. Dimanche dernier, j'ai regardé le reportage de M6 de Zone Interdite sur la non-binarité parce que, en tant que personne concernée, je voulais voir ce que ça donnait, je voulais voir si le message véhiculé était bienveillant, s'il n'y avait pas trop de conneries qui avaient été dites, et j'ai cru devenir zinzin en entendant certains points, et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, plutôt que de tout garder pour moi, autant montrer au monde entier, ou du moins aux spectateurs de ma chaîne YouTube, pourquoi certains propos du reportage étaient problématiques. J'aimerais bien revenir dessus. Dans cette vidéo, je ne pense pas que je vais reprendre les termes de base, toutes les définitions et tout. Donc ce que je vous propose, c'est d'aller voir en barre d'infos si jamais vous êtes complètement novice sur le sujet et que vous cherchez à en apprendre plus sur ce qu'est la non-binarité et la transidentité. Du coup, en barre d'infos, il y aura plein de ressources et de vidéos qui en parlent, de vidéos qui définissent les termes, parce que sinon je pense que cette vidéo va être beaucoup trop longue et j'aimerais bien faire quelque chose d'assez court et concis qui soit accessible à tous, ou presque. J'espère que cette vidéo pourra convaincre les plus sceptiques que la non-binarité n'est pas quelque chose de bizarre et que c'est pas quelque chose qui est nouveau et qui est une nouvelle lubie des jeunes, parce que c'est entièrement faux. Dans le pire des cas, au moins vous montrer que ce reportage n'était pas vraiment au top du top. Ce soir, vous allez découvrir un phénomène qui touche de plus en plus de jeunes en France. Alors déjà non, vous allez me dire que je chipote parce que c'est un détail complètement insignifiant, mais justement je pense que quand on réalise ce genre de reportage, il faut justement chipoter sur les détails insignifiants, parce que les mots finalement ce ne sont pas des détails insignifiants, et le fait de dire que la non-binarité est un phénomène, un nouveau phénomène qui touche de plus en plus de jeunes en France, enfin c'est pas une mode comme un nouveau t-shirt, c'est vraiment quelque chose qui n'est absolument pas nouveau en fait. En fait je pense que ce qu'ils ont voulu dire de manière assez maladroite, certes, c'est que de plus en plus de personnes assumaient d'être transgenres ou non-binaires et assumaient le fait d'être soi-même en fait. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà premièrement, la société évolue, les gens ont beaucoup plus de moyens de discuter entre eux aujourd'hui grâce à internet, aux réseaux sociaux, à tous les groupes de parole qu'il peut y avoir. Deuxièmement, comme je le disais, grâce à internet, les gens ont plus de moyens de s'informer et par conséquent, ils ont plus de moyens pour trouver des termes qui leur correspondent vraiment. Je pense pas qu'il y ait plus de personnes non-binaires qu'avant, je pense surtout qu'il y a plus de personnes non-binaires qui réussissent à se qualifier en tant que telles et qui arrivent grâce à internet et grâce à certains reportages, peut-être pas celui-là, mais certains autres reportages, certaines personnes arrivent à poser des mots sur leur identité et c'est vraiment chouette. C'est là que a passé son enfance. Elle a aujourd'hui 21 ans et veut changer de prénom pour s'appeler Camille, C-A-M-I, un prénom neutre. Bon, déjà, j'espère de tout cœur que Camille était d'accord pour que son dead name soit divulgué à la France entière. Vous imaginez à quel point ça doit être violent de faire confiance à un ou une journaliste et finalement de te retrouver avec un reportage qui n'est pas très clair et qui en plus balance ton dead name comme ça. Le reportage était fait pour changer le regard sur la non-binarité et faire découvrir la non-binarité à des personnes qui l'ignoraient. Et là, il y a quoi non-respect des pronoms, non-respect du prénom, parce que Camille s'est fait deadnamer plusieurs fois. Je ne sais pas si les pronoms de Camille sont elle, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes durant tout le reportage qui se sont fait attribuer des pronoms qui étaient en accord avec leur genre assigné à la naissance et pas forcément des pronoms neutres. Après, je ne sais pas du tout quels sont les pronoms de Camille. Si ça se trouve, Camille utilise le pronom elle et c'est très bien, tant que cette personne est à l'aise avec ce pronom. C'est l'essentiel, mais je doute fort que si Camille avait dit aux journalistes d'utiliser le pronom IEL, il l'aurait fait en fait. Surtout que dans le reportage, le pronom IEL, qu'ils connaissent bien évidemment, parce que je vous le mets un extrait de ma story Instagram privée que j'ai faite pour mes amis. Contraction de il et elle. Mais ils connaissent le pronom neutre, pourquoi ils ne l'utilisent pas depuis le début? Je ne comprends pas, ça m'énerve. Ils le connaissent le pronom IEL. Alors peut-être que les participants et participantes n'ont pas voulu utiliser le pronom IEL, mais j'en doute fort. Son père doit écrire une lettre pour montrer qu'il accepte la démarche de sa fille. Cette personne est non-binaire, et le fait de se référer à cette personne en tant que sa fille, je trouve que c'est un peu foutre en l'air toute la crédibilité du reportage en fait. Il existe des tas de termes neutres, pourquoi juste ne pas dire que c'est son enfant? Ça passerait déjà mieux, non? Camille,
C'est comme cela qu'elle souhaite que nous l'appelions. Alors pourquoi utiliser son prénom de naissance? À quoi ça sert de divulguer le prénom de naissance de quelqu'un qui vous dit « je veux que vous m'appeliez comme ça ». Ça n'a aucun intérêt, à part pour faire du spectaculaire pour les téléspectateurs en fait. Ce n'est pas une transformation. Effectivement, on dit transition, parce que transformation, c'est un peu péjoratif, ça implique le fait que ça soit quelque chose de totalement hors norme, la transidentité, et que tout de suite on devient des bêtes de foire parce qu'on transitionne. Moi, par exemple, le genre, je le vois comme un spectre, tu vois, avec le féminin d'un côté et le masculin de l'autre, et chacun a son petit curseur. Et que moi, le mien bougeait du féminin au neutre, qu'il n'allait jamais jusqu'au masculin, mais qu'il n'était pas toujours sur le féminin, et que moi j'avais du mal avec le côté exclusivement féminin qui avait été assigné au fait que j'étais née avec un utérus, donc assignée femme, tu vois. J'ai trouvé que l'explication de Camille sur la non-binarité c'était quelque chose qui était assez simple et concis, et c'est très bien. Franchement, de toute façon c'est sa définition, et son entourage a l'air de comprendre. Son père il a l'air un peu perdu avec l'histoire des curseurs, mais on sent quand même qu'il cherche à comprendre. Il a pas l'air de rejeter totalement l'identité de son enfant, et tant mieux. Après, en tant que parent, c'est tout à fait normal, je pense, de se poser des questions... pareil, et d'avoir du mal à concevoir le fait que son enfant puisse être mal dans sa peau, et concevoir le fait que son enfant puisse être d'un autre genre, parce que on se projette dans son enfant, et c'est un peu égoïste de penser ça finalement, mais est-ce que c'est pas égoïste d'avoir des enfants finalement? C'est pas la question. Moi j'adorerais avoir des enfants. Mais c'est tout à fait normal d'avoir des doutes et des questionnements sur les gens justement qui se questionnent par rapport à la binarité homme-femme, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude en tant que parent de voir ça, et c'est pas grave. L'important c'est d'écouter son enfant et de savoir comment ça fonctionne, et même si on ne comprend pas tout, l'idée c'est que son enfant puisse se sentir assez en sécurité, assez à l'aise pour pouvoir parler justement de ses questionnements à ses parents. Personne ne naît totalement ouvert à ce genre de questionnement, il faut bien apprendre, et on est fait pour apprendre, donc ça tombe bien. De nombreuses familles sont déjà confrontées à ce phénomène générationnel. Là ça coince parce que la non-binarité ce n'est pas un phénomène qui touche les jeunes. Si vous aviez fait un peu plus de recherches, vous auriez trouvé des tas de témoignages de personnes non-binaires adultes. Et quand j'entends adultes, j'entends des personnes de plus de 50 ans, des vrais adultes quoi. Certes, les jeunes sont plus enclins à se définir en tant que non-binaires, et ils sont plus à même à se découvrir eux-mêmes parce qu'ils discutent avec leurs amis, et ce sont des sujets qui nous touchent aujourd'hui, des sujets avec lesquels on est plus à l'aise, et surtout avec l'explosion d'internet en fait. Mais c'est pas pour autant que les adultes sont exclus de ces questionnements. C'est même rassurant en fait pour les jeunes de voir qu'il n'y a pas que des jeunes qui se définissent en tant que personnes non-binaires, il n'y a pas que des jeunes qui sont transgenres. Et ça rassure, ouais, de voir qu'on peut grandir et on peut vieillir en étant nous-mêmes. Finalement, on se sent plus légitime, entre guillemets, à définir notre identité comme telle, et on se dit pas juste que c'est une phase, ça va passer, et quand bien même ce serait une phase, c'est pas grave dans tous les cas. Ensuite, on a un petit passage de statistiques faites par François Billy Martingale. Aujourd'hui, un jeune sur 5 ne se reconnaît pas dans les catégories homme-femme. Pour eux, ne se sentir ni fille ni garçon n'est pas un tabou. Bonjour, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Je sais pas du tout d'où sortent ces statistiques. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel? Est-ce que c'est un fait? Je me pose des questions sur ces statistiques. Ensuite, le reportage part totalement en hors-sujet en nous présentant deux garçons cisgenres, donc pas des personnes non-binaires, qui se maquillent. Nous présenter des garçons, donc, c'est complètement à côté de la pompe en fait. C'est pas du tout la visée initiale du reportage. En fait, il y a eu une énorme confusion dans ce reportage entre les personnes non-binaires et les personnes androgynes. Malgré les termes un peu maladroits, voire même très maladroits, qui ont été utilisés pendant la première moitié du reportage, je pense que le but de la chose c'était d'ouvrir les yeux aux téléspectateurs qui ne connaissaient absolument pas ces sujets-là sur la non-binarité. Et malheureusement, le reportage a pris une toute autre tournure et ça n'a fait que rendre encore plus confus tout ce qui était non-binarité. Parce que c'est ultra flou en fait la définition qu'ils en donnent. La non-binarité, pour reprendre les termes de Camille, c'est un spectre de genre. Et c'est pas une façon de s'habiller spécifique, une façon de se maquiller spécifique. Et les deux garçons qui sont interviewés dans le reportage, à savoir Fabien et Théo, en parlent et ils se disent eux-mêmes qu'ils sont des garçons, mais qu'ils aiment bien expérimenter un peu avec le maquillage et les fringues. Ok, c'est super, et grand bien leur en face, mais c'est pas pour autant qu'ils sont non-binaires, puisqu'ils le disent eux-mêmes qu'ils sont des garçons. Je sais pas si vous connaissez le jeu Boggle, c'est une sorte de petite boîte, il y a des petits cubes avec des petites lettres, tu mélanges, et après, il faut que tu trouves des mots avec les lettres qui ont été mélangées.
Et ben en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait pareil avec ce reportage. Ils se disent non-binaires, androgynes, gender fluide, agenre, neutre. Non-binaire, gender fluide, agenre, ok, c'est dans le thème. Mais androgyne, ça n'a rien à voir. C'est quoi le rapport avec le reste? C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes non-binaires qui jouent avec l'androgynie, et justement, ça peut être une manière de s'exprimer et d'exprimer son genre. Les gens se disent, oh, est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est une fille? Je sais, parce que moi, je le faisais avant, et ça me dérangerait pas de le refaire. J'ai tellement envie de me couper les cheveux, et que les gens arrêtent d'assumer que je suis une femme, tout simplement parce que j'ai les cheveux longs. Waouh! Mais on peut très bien être non-binaire et ressembler à ce qui pourrait s'apparenter à une fille, ou être non-binaire et être totalement masculin, et on peut très bien être une personne cisgenre, c'est-à-dire en accord avec son genre assigné à la naissance, et transgresser les codes vestimentaires en étant androgyne. Mais androgyne et non-binarité, c'est pas lié, enfin, c'est pas nécessairement lié. Ils ne sont pas transgenres. Ils veulent transgresser les codes traditionnels du masculin et du féminin. Comment est-ce que vous voulez que nos identités soient prises au sérieux? Comment vous voulez que notre parole soit prise en compte si, à une heure de grande écoute, devant des millions de téléspectateurs à la télé, vous dites dans un reportage censé faire évoluer l'opinion des gens sur la non-binarité que c'est un effet de mode? Ça n'a aucun sens. Et puis le fameux... Ils ne sont pas transgenres. Eh ben si les personnes sont vraiment non-binaires, alors elles sont transgenres. Si on se réfère à la définition du mot transgenre, c'est le fait de ne pas correspondre au genre qu'on nous a assigné à la naissance. Or, si on est non-binaire, techniquement on ne correspond pas à notre genre assigné à la naissance, donc on est transgenre, si on prend la définition à la lettre. Après, libre aux personnes non-binaires de se dire trans ou non, mais dans tous les cas, les mots parlent. Du coup, oui, les personnes non-binaires sont transgenres, mais les personnes androgynes ne sont pas forcément transgenres, et c'est là toute la confusion du reportage en fait. En France, Bilal Hassani a ouvert la voie. Sur la scène de l'Eurovision 2019, le chanteur apparaît maquillé et coiffé d'une perruque. Sachez que c'est pas parce que j'ai des cheveux longs ou que je porte des perruques que je vais automatiquement devenir une femme. J'aime Bilal de tout mon cœur, j'aime Bilal parce qu'il ose faire des choses, il ose montrer qui il est, il n'a pas peur de transgresser les codes vestimentaires genrés. J'adore Bilal, aussi fort que je l'adore, il n'a aucun rapport avec la non-binarité. Et jusqu'à preuve du contraire, Bilal c'est un homme, il se définit comme un homme, donc il n'a rien à faire dans un reportage sur la non-binarité. Après, évidemment, je suis totalement pour le fait de montrer à la télé que briser les stéréotypes de genre c'est bien. Je suis totalement d'accord avec cette idée-là. C'est super important pour les générations à venir qu'on puisse montrer que finalement on n'est pas obligé de suivre tous les stéréotypes de genre, comme ça les personnes peuvent grandir avec cette idée qu'ils peuvent aimer ce qu'ils veulent, et c'est génial. Ils n'auront pas à se questionner si un vêtement est pour les petites filles ou pour les petits garçons, donc c'est trop chouette, mais c'est pas le sujet. Être non-binaire, c'est pas juste transgresser les codes de genre, c'est un genre à part entière, enfin un spectre de genre du moins à part entière. Est-ce que refuser d'être garçon ou fille est une autre façon d'affirmer son homosexualité? Je sais même plus quoi dire, je suis abasourdie. Est-ce que sous prétexte que vous êtes hétérosexuel et un homme, vous allez avoir les cheveux courts, et hétérosexuel et femme, vous allez avoir les cheveux longs? Bah non, ça ne fait tellement pas de sens, c'est complètement... Sexualité et genre, ce sont des choses totalement différentes. La sexualité, c'est totalement autre chose. Au moins, le psychologue du reportage a rectifié cette énorme connerie. Je suis désolée pour la lumière. Mais il y a du soleil, on va pas se plaindre. Cette évolution de la société a commencé il y a plus de 10 ans, aux États-Unis. Ça par contre, ça me met hors de moi. J'étais hors de moi. Je comprends pas comment on peut désinformer les gens à ce point en fait. Déjà que c'est un sujet sur lequel ils sont vraiment super hostiles, là ça fait que renforcer la chose. Je vous laisse en barre d'infos un article de Libération qui parle des natifs américains et de leur vision du genre et de la non-binarité dans les anciennes tribus. Et vous serez surpris d'apprendre que non, la non-binarité n'est pas apparue il y a 10 ans, mais il y a beaucoup plus longtemps que ça, et que la binarité homme-femme, c'est quelque chose qui est vraiment purement de chez nous, et que dans d'autres sociétés, il n'est absolument pas question de binarité homme-femme, et c'est vraiment génial de pouvoir découvrir des tas d'autres genres et des tas d'autres façons d'être en fait. Du coup, je pense que c'est pas un effet de mode, c'est plutôt une prise de conscience de la part des gens que n'y a pas vraiment de
je leur associe un objet ou un maquillage. Et que... Je suis on ne peut plus d'accord avec cette personne, même si ça n'a pas grand rapport avec la non-binarité, au moins il dit les termes, et ça c'est chouette. Je vais sauter une très grosse partie du documentaire qui montre des influenceurs au bord d'une piscine, parce que je trouvais que ça avait complètement aucun rapport, et qu'en plus de ça, ça donnait encore une autre perche pour les personnes plus âgées pour cracher sur la nouvelle génération qui n'en branle pas une, évidemment. Les séquences en fin de reportage parlent de l'école non genrée en Suède et de l'éducation non genrée qui est de plus en plus instaurée par les parents en France. C'est un sujet qui est vraiment super intéressant mais qui, à mon sens, aurait nécessité un reportage complet sur la chose et pas juste un petit morceau dans un reportage sur la non-binarité parce que ça n'avait rien à voir encore une fois. C'est vrai que l'éducation non genrée, ça permet de s'émanciper des stéréotypes de genre. Mais c'est pas parce que vous élevez votre enfant dans une éducation non genrée que votre enfant va devenir non-binaire. Non. Ton petit garçon joue à la poupée et ta petite fille joue avec une voiture, ok cool, c'est pas pour autant qu'ils sont non-binaires, c'est juste des enfants. Parce que quand on parle d'éducation non genrée, y a un indignement général des gens qui disent que ah, c'est contre nature, on essaie de changer nos enfants, ça va pas du tout. Mais non. On veut pas non plus être dans l'extrême inverse où on le force à jouer avec des jeux de filles, c'est pas le but c'est vraiment qu'il voit de tout et qu'il se fasse une idée de ce qui lui plaît, vraiment. Comme à chaque rentrée, devant ses étudiants, Alferaz commence toujours son premier cours par une mise au point. Ce que je souhaite, puisque je suis de genre social neutre, non-binaire, eh bien, je souhaite être nommée au genre neutre. Yel, entre il et elle, est le pronom neutre le plus courant en France. Ses élèves de 18 ans le connaissent déjà. On se dit, si un jour je change d'identité ou que je me rends compte que je suis plus un homme cisgenre, je peux aller voir mon professeur et lui dire j'aimerais bien avoir ce pronom-là ou même ce prénom-là. Donc c'est rassurant pour vous. Oui, c'est rassurant. C'est la première fois que j'ai eu ce discours, c'est la première fois que je me suis dit je peux me sentir moi-même. J'ai beaucoup aimé ces extraits dans le reportage parce que déjà on peut voir une personne adulte non binaire, donc ça rend la chose plus crédible parce que les jeunes c'est qu'une passade mais les adultes pas finalement. Mais c'était chouette de voir des étudiants qui étaient rassurés. Les étudiants se sentent en confiance avec cette personne, ils savent que si un jour ils se questionnent sur leur genre, ils auront quelqu'un à aller voir, quelqu'un à qui se confier. Et ça c'est super important. Et puis le fait qu'il parle à nouveau du pronom Yel, ça me permet de vous repartager ce petit moment sympathique de ma soirée. Ils connaissent le pronom neutre, pourquoi ils ne l'utilisent pas depuis le début? Ça vous a pas paru un peu compliqué tout ça? Non. Si on explique bien les termes, si on prend le temps d'informer les autres, ne serait-ce qu'à une toute petite échelle, ne serait-ce que votre entourage très proche, et ben non, ça sera pas compliqué. Ça sera pas plus compliqué de dire que vous préférez porter du bleu plutôt que du violet. Évidemment, c'est un énorme raccourci, on peut pas comparer le fait d'aimer porter telle ou telle couleur avec notre propre genre. Ça a pas du tout les mêmes répercussions sur notre vie. C'est une comparaison qui peut aider à simplifier les choses. Avec des mots et de la communication de part et d'autre, on tend à visibiliser plus et à finalement normaliser la non-binarité. Et tant mieux parce que devinez quoi, on est juste des gens lambda qui vivent leur vie tranquillement mais juste qui ne se reconnaissent pas dans la binarité de genre homme-femme. Et c'est pas pour autant qu'on est des mauvaises personnes. Je veux dire, on fait de mal à personne, on vit nos vies, on s'habille comme on veut, on se définit comme on veut et on n'impose à personne le fait d'être non-binaire. Juste on dit, écoutez, moi je me reconnais pas là-dedans. Voilà, c'est tout. On demande juste à vivre comme on le souhaiterait, sans que nos vies deviennent des combats permanents pour faire valoir nos identités. Je pense que j'ai fait le tour du reportage en m'intéressant vraiment aux parties principales qui traitaient de la non-binarité. Pour être totalement transparent avec vous, sachez que j'avais été approchée grâce à ma chaîne YouTube, par mail et par mon Facebook personnel, ce que je trouvais un peu étrange d'ailleurs, qu'ils aient retrouvé aussi facilement mon Facebook personnel. J'étais approchée pour participer à ce reportage. À l'époque, j'ai décliné parce que non seulement je me sentais pas prêt à parler de la non-binarité devant beaucoup trop de personnes, mais maintenant, quand je vois le reportage, je me dis que j'ai bien fait de dire non parce que en fait, j'avais vraiment peur qu'il déforme tous mes propos. Le reportage était assez maladroit et bancal et j'avais pas du tout envie d'être associée à ça. Le problème avec ce genre de reportage, c'est qu'ils sont faits pour aller dans le sens des personnes qui n'y connaissent rien. Je m'explique. Tous ces soi-disant nouveaux genres sont présentés comme une nouvelle lubie des jeunes et forcément ça décrédibilise le truc. Je pense pas que la parole des jeunes n'est pas crédible, au contraire. Je trouve que c'est une parole avec une nouvelle fraîcheur. C'est la parole de la génération future, on se doit de l'écouter. Mais essayez de vous mettre à la place de Patrick, 48 ans, devant ce reportage, et de ne pas vous dire
Oh, ils connaissent rien à la vie ces jeunes, c'est vraiment des grosses merdes. J'imite très mal les Patrick de 48 ans. Quand bien même ce reportage a permis de faire découvrir la non-binarité à un public plus large, le tout était vraiment très bancal. Sauf que quand on s'attaque à ce genre de sujet, on se doit d'être ultra précis, de bien définir chaque terme pour que les personnes justement qui n'y connaissent rien puissent y voir un peu plus clair. Honnêtement, ce reportage, je pense pas qu'il ait fait changer beaucoup d'avis les personnes qui étaient déjà hostiles à ce genre de choses en fait. Je dis pas que le reportage avait une visée malveillante, au contraire, je pense que ce reportage était fait justement pour être bienveillant. Il y a eu des propos qui ont été très bons, des propos qui ont été moins bons certes, voire même très mauvais, mais dans l'ensemble, les personnes interrogées, d'après ce que j'ai pu voir comme témoignage, ont été bien traitées et plus ou moins respectées. J'ai vu justement un retour de Camille sur Twitter qui disait que justement Yael avait été très bien traitée par les journalistes et que les journalistes avaient été vraiment très respectueux et respectueuses. Quand on aborde ce genre de sujet, ce qu'il faut c'est avoir une ligne directrice claire avec des termes clairs, bien définis, des faits, des preuves, entre guillemets, des faits historiques, de l'information, et surtout ne pas mélanger deux sujets qui n'ont rien à voir parce que sinon on loupe complètement le coche en fait. Je pense que je vais m'arrêter là parce que la vidéo est déjà assez longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que vous soyez vous-même non-binaire ou des personnes qui n'y connaissent absolument rien et qui viennent après justement ce reportage de M6 faire quelques recherches sur YouTube, n'hésitez pas, j'essaierai de vous répondre au mieux. Le plus important à retenir de ma vidéo, je pense, c'est que je ne suis pas porte-parole des personnes non-binaires et que certes j'ai mon opinion sur ce reportage, mais peut-être qu'il y a des personnes non-binaires qui se sont totalement reconnues dedans, et libre à ces personnes-là de le faire savoir. J'ai trouvé le reportage très confus. Dans tous les cas, je pense qu'il y a autant de visions de la non-binarité que de personnes non-binaires, et que c'est important d'avoir la vision de chaque personne, ou du moins d'avoir le plus de témoignages possible pour se donner une vraie idée de ce que peut être la non-binarité. Dans la barre d'infos, vous retrouverez des tas de sources. Je ne sais pas si le reportage sera toujours en replay, donc il y aura peut-être un lien, peut-être pas. Dans tous les cas, je vous conseille de ne pas le regarder et de regarder autre chose si vous voulez vraiment en savoir plus sur la non-binarité. J'espère avoir été claire dans cette vidéo et de ne pas avoir mélangé certains propos. J'ai visionné le reportage 3 fois pour pouvoir me faire une idée dessus et pour pouvoir écrire une vidéo réaction à ce reportage, donc voilà, j'espère que ça aura été efficace. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, je vous souhaite une très bonne année parce que je ne l'ai pas fait en début de vidéo et c'est vraiment nul. Bonne année, prenez soin de vous, gros bisous et à la prochaine.